9 choses sur 10 que tu fais, c'est de la merde. Et quand tu as accepté ça, et ben du coup, tu vas pouvoir te concentrer sur les 10% restants et donc être terriblement pragmatique dans tout ce que tu entreprends. Souvent, je prends des décisions parce que cette décision me fait plaisir. Il ne faut pas réfléchir comme ça. On a réussi à passer le million d'euros de bénéfices, très concrètement. Ça passe d'une cliente mécontente, oui là, vous avez 3 jours de retard, à une cliente, ah mais c'est génial ce que vous faites. C'est super, c'est extraordinaire. Je reviendrai chez vous parce que j'apprécie beaucoup, tu vois. Hello les amis et bienvenue dans un nouvel épisode des Entrepreneurs 2.0 avec un entrepreneur incroyable qui est de retour. En effet, on n'a pas terminé notre interview la dernière fois et on est du coup dans la partie 2 de notre échange avec Charles Marginier. Je vous invite bien évidemment à voir l'épisode numéro 1 si vous voulez savoir comment est-ce qu'il a réussi à construire un business e-commerce qui génère plus de 4 millions d'euros de ventes l'année dernière, mais surtout comment est-ce qu'il a construit FireRank, cette startup incroyable qui a généré 1 milliard de vues sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'il a réussi dès son statut d'étudiant à avoir des salaires à plus de 5 chiffres par mois, à construire des virus, bref, à construire sa petite carrière de hacker et de génie d'Internet. Dans cet épisode aujourd'hui, on va voir un épisode beaucoup plus pratique sur son expérience dans l'e-commerce. Comment est-ce qu'il a réussi à innover dans l'e-commerce et à arriver sur un marché hyper concurrentiel en réussissant à tirer son épingle du jeu. On va voir ensemble avec Charles l'importance du storytelling. On va parler de la qualité des produits et des designs pour justement optimiser les coûts et garder une bonne marge. On va parler de l'optimisation du front-end, du back-end, de l'importance du design de l'UX. On va également parler de son expérience en Facebook Ads avec plus de 1 million dépensés par an. On finira bien évidemment par quelques questions génériques sur l'entrepreneuriat et le business qui clôtureront cette partie 2 d'interview. Merci en tout cas d'être toujours connecté avec nous. On est parti dans cet épisode charnière avec Charles Marginier sur l'e-commerce. C'est parti. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une interview plus qu'intense, la partie 2 avec Charles. Salut Charles, merci d'être de retour. Salut Enzo. Les amis, si vous avez raté la partie 1 de ces histoires incroyables, de la création d'une startup, de son explosion en plein vol, après avoir fait plus d'1 milliard de vues, il faut que vous ayez voir la partie 1. Voilà. Et aujourd'hui, dans la partie 2, on va parler justement d'une autre casquette de Charles, celui de cet e-commerce de génie qui en quelque temps a réussi à créer une marque qui a créé une fanbase incroyable, généré plus de 4 millions d'euros de ventes l'année dernière et qui, dans cette période de crise avec des complexités clairement au niveau de l'acquisition de nouveaux clients, eh bien, réussit à bien sortir justement grâce à sa fanbase, à sa marque forte. On va parler aujourd'hui bien évidemment du développement, de l'innovation que tu as pu amener dans l'e-commerce et du développement de Anna Velazia. Comment s'attaquer à une industrie ultra concurrentielle, réussir à percer. Eh bien, on y va, on enchaîne directement. Hein. On a déjà fait toute la partie intro, ton enfance, les trucs, bon. tout ça. Tout ça est dans la partie 1. Aujourd'hui, du coup, j'aimerais qu'on s'arrête et on va vraiment être plutôt sur un podcast finalement un peu presque technique, quoi, sur les différents points que tu as pu amener dans l'e-commerce ou que tu as eu à travailler ou que tu as pu révolutionner, que tu as pu apporter. Et bien évidemment, comment parler d'Anna Velazia sans parler de storytelling. Je pense que c'est aujourd'hui une de tes quasiment un de tes brand assets, quoi. Tu vois, c'est quasiment le cœur de ton business. Parle-nous du coup de l'importance selon toi du storytelling dans l'e-commerce. Alors le storytelling, ça fait appel à la notion de marque, qui est finalement une notion fondamentale. Il y a un paquet de manières finalement de travailler sa marque, mais ce que moi j'en retiens et ce que j'explique, c'est que la marque finalement c'est le lien entre le client et toi. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qui va vous unir. Donc, ça peut être un carnet, ça peut être comme Harley Davidson, ça peut être comme Apple, tout ça. Il y a 1000 façons de storyteller sa marque, il y a 1000 façons de raconter une histoire de marque, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est vraiment le lien entre le client et la marque et l'entreprise. Et donc, vraiment, l'histoire de branding, c'est quel que soit le sujet, c'est hyper fondamental pour la suite des choses. Je vois beaucoup trop, tu vois, d'e-commerce qui se lance à droite, à gauche, tout ça, qui essayent de faire un petit bout de branding en racontant un petit bout d'histoire, en faisant un design assez sympa, tout ça.
Les gens sont pas dupes aujourd'hui, tu vois. Il faut vraiment être capable de raconter quelque chose qui soit vrai, quelque chose qui transpire ton ADN, quelque chose Ouais. qui fasse vraiment sens. Et si c'est véritable, il y a un vrai background derrière ça, les clients s'y tromperont pas. Et c'est ce qui va finalement permettre à long terme de construire une base client qui soit hyper fidèle. Tu dirais que ça manque d'âme, quoi, presque. Ouais, c'est ça. Pour Moi, beaucoup de j'aime. gens. Alors, tu vois, l'expression, c'est presque ça que j'utilise. Moi, c'est tout le temps à l'équipe, c'est notre marque doit être vivante. Il faut rendre notre marque vivante. Tu vois, si notre marque est vivante, s'il se passe des choses, et si les choses finalement elles sont naturelles, si notre marque a des choses à raconter, alors ce lien va se créer. Avant que tu nous racontes du coup comment créer une marque vivante, peux-tu nous parler un petit peu de la naissance d'Anna Velazia dans son storytelling? Comment est-ce que tu as fait naître cette marque? Comment est-ce que tu l'as amenée? Est-ce que tu as fait différents testings de positionnement avant que ça soit un succès? Est-ce que ça a été un succès direct? Raconte-nous un peu. Et bien finalement, ça a été un petit peu, tu vois, une liaison entre deux mondes. C'est-à-dire un monde vraiment, on va dire, du storytelling, de la marque, tout ça, et le monde très pragmatique de l'entrepreneur qui essaye d'identifier une opportunité pour se positionner et lancer un business. Au début, tu vois, donc moi, après l'histoire FireRank et Oh My Quiz, quand j'ai lancé cette nouvelle entreprise, que donc j'ai identifié le secteur du bijou qui pour moi semblait être pertinent en tous les cas à cette époque avec mes compétences, je le répète bien parce que finalement, chercher une idée de business, ça dépend vraiment de son background personnel, de son passé, de ses expériences, de ce en quoi tu es compétent. Et à ce moment-là, donc moi, c'est vrai que je suis tombé sur le bijou. Et forcément, quand tu dis, bon, bah tiens, j'identifie un secteur qui est pertinent pour moi, Mhm. aller dessus, il n'y a pas forcément une histoire à raconter. Y a rien à y faire. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé donc par identifier des professionnels du secteur pour aller découvrir finalement ce secteur. Et une fois que j'ai pu finalement en apprendre un petit peu les prémices des codes de ce secteur, que j'ai pu un petit peu comprendre comment est-ce qu'il fonctionnait, l'idée là, on va dire que là c'est un coup de chance finalement, et il en faut, hein, parce que tu sais qu'une histoire entrepreneuriale c'est aussi de la chance, on va pas se mentir, c'est même beaucoup de chance. Moi ma compagne, elle est très créative, c'était ma graphiste en fait sur mon ancienne boîte, et donc finalement, on a réussi à coupler un petit peu, elle, ses compétences de créa. On a couplé avec nous notre histoire commune, qui est les voyages, parce qu'on passe notre vie à voyager. Et en fait, finalement, on a réussi à raconter une histoire qui nous représentait, qui était incarnée donc, par ma compagne, avec son nom d'artiste qui est Anna, parce qu'elle s'appelle Agathe Ange dans la vie de tous les jours. Et donc ça a permis finalement de construire une véritable histoire, tout en se basant sur des compétences métiers qu'on est allé chercher dans le vif. Donc finalement, on a réussi de manière un petit peu intuitive. Ça n'a pas été extrêmement réfléchi, tu vois, à la base, ça a été vraiment intuitif. Les choses se sont un peu goupillées dans le bon sens au début, en tous les cas au lancement de la marque sur le storytelling. Et donc quand on a essayé ça, en fait, au début, ce qu'on avait, c'est que les professionnels du bijou avec qui on travaillait nous ont mis à disposition en fait un univers de bijoux qui était très peu adressé sur le marché et qui fonctionnait terriblement bien. Donc on s'est approprié cet univers-là, et à partir de cet univers, qui est le travail de l'émail, de la nacre, tout ça, tu vois, on se l'est vraiment approprié, et donc ma compagne s'est mise à dessiner, s'est mise à imaginer des bijoux, tout en restant dans cet univers. Ce qui nous a permis finalement de coupler, tu vois, d'un côté le côté très pragmatique de l'entrepreneur qui va De ce qui voir des marche, de ce qui professionnels, se voilà, vend, etc. Mhm. exactement, et d'un autre côté le côté très créatif, très storytelling finalement qu'on attend d'une marque. Et donc ça a pu finalement, dès le départ, donner une ADN à la marque, donner une histoire à la marque qui était notre histoire, et donner finalement vie en incarnant la créatrice, ma compagne qui incarne la créatrice, qui aujourd'hui dessine et prototype toutes les collections. Et ça nous a permis dès le départ finalement de lancer une marque avec tous les codes nécessaires pour un bon branding. Quand on parle de storytelling, de branding, les gens imaginent la page Qui sommes-nous, une vidéo de 3 minutes avec une voix off sur des images un peu aspirationnelles pour raconter les valeurs de ta marque. Le storytelling, le branding, il arrive et il se perçoit, se voit. Et quelle étape chez Anna Velazia ou chez toutes les marques selon toi? Alors en Enfin, fait, quand pour est-ce moi, qu'il il se intervient? perçoit. Alors
On a un taux, faudrait que j'aille voir sur Google Analytics. Je me souviens plus, ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir, mais je crois qu'on avait 2 à 3% de nos visiteurs qui allaient sur notre page histoire. Donc il y a quand même, tu vois, il y a quand même un peu de trafic finalement sur la page histoire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'histoire de la marque, que ça fait sens. Maintenant, le- la vraie histoire, le vrai branding, il n'est pas à ce niveau-là. Pour moi, en tous les cas, moi, là où je l'ai identifié, c'est au niveau de la conversation en fait avec les utilisateurs, tu vois. Parce que nous, tu vois, notre stratégie, très vite, ça a été de se dire, euh, on va faire à fond de marketing conversationnel. C'est-à-dire qu'on va servir de WhatsApp, de Messenger, tout ça, pour réussir à créer un lien avec nos clientes comme tu le ferais, comme le ferait un commerçant de proximité. Et ça, grâce à Messenger, grâce à WhatsApp. Donc, très vite, finalement, ma compagne, elle a pris, elle était sur Messenger, tu vois, et elle allait discuter avec les clientes. Et dans cette discussion, dans ces échanges qui se créaient, et ben finalement, tu te rends compte que ton histoire, elle est là parce que quand une cliente te parle à toi, ce que tu réponds, c'est naturel, c'est intuitif. Et donc finalement, la cliente a fait ah ouais, d'accord, ah ça c'est bien, c'est intéressant, tout ça. Ben oui, parce que c'est nous. Donc forcément, on est en train de te parler de nous. Donc vu qu'on est en train de te parler de nous, tu vois, par exemple, je te donne un exemple tout con là, des derniers jours. Tu sais, on aura l'occasion d'en reparler, mais on expédie en fait tous nos produits sont expédiés par un centre de personnes en situation de handicap. Et donc on avait un problème pendant 2 semaines parce que forcément il y a des règles dans ces secteurs-là. Et donc, du coup, ça met plus de temps. Enfin, pendant les 2 premières semaines d'août, ils sont fermés parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ont des règles socio-médicales. Je ne sais pas exactement c'est quoi comme règle. Et donc, du coup, tu as des clientes qui viennent te voir, mais pourquoi il y a autant de délais là en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Et ben du coup, tu racontes ton histoire. Tu dis, bah oui, parce que nous, en fait, voilà, au début, on voulait quand même mettre un peu de sens, on voulait mettre un petit peu nos valeurs. Tu vois, moi, ma mère, elle est en situation de handicap, donc du coup, ça faisait sens pour nous de faire travailler des personnes handicapées. Alors, évidemment, ça peut parfois poser des problèmes. Et finalement, en fait, tu te rends compte que quand tu as un vrai branding, que tu as une vraie histoire qui va au-delà de juste la page histoire qui est finalement propre à ton entreprise, qui est propre à tout ce que tu fais, donc tu vois, même au niveau de ta structure logistique, et ben, quand tu en parles avec tes clientes, et ben, ça passe d'une cliente mécontente, oui là, vous avez 3 jours de retard, à une cliente, ah mais c'est génial ce que vous faites, c'est super, c'est extraordinaire, je reviendrai chez Hmm. vous parce que j'apprécie beaucoup, tu vois. Et donc du coup, il y a ça qui se crée. Et donc, on a pris parti de se dire, euh, nous, la vraie valeur de notre marque, c'est pas notre page histoire. C'est combien on a de conversations Messenger ouvertes avec nos clientes. Combien on a de conversations en cours avec nos clientes. C'est ça la vraie valeur. Et on en a beaucoup plus que ce qu'on a d'abonnés sur Facebook et Instagram, tu vois. Donc c'est ça qui est marrant, c'est que finalement tu dis, ah tiens, vous avez cumulé, je sais pas, 80-90K abonnés, ce qui n'est pas grand-chose. Oui, mais en conversation ouverte, on en a 200 000. Parce que finalement, elles ne sont pas toutes abonnées et on arrive à créer, tu vois, comme ça du lien. Donc 200 000 sur 4 ans, hein, ça peut paraître énorme, mais en réalité, enfin, c'est énorme, c'est quand même énorme. Ça prend beaucoup de temps et on a pris parti de prendre ce temps, tu vois, pour créer ce lien. Et donc, Ouais, ah, justement, j'allais justement rebondir là-dessus en parlant de proximité, de conversationnel. Tu nous l'as spoilé, ça a été un des quasiment, j'ai envie de dire, presque une pierre angulaire finalement aussi de la croissance, du succès de la marque, de réussir à. Et là, on peut revenir à ce côté un peu plus machiavélique du chef d'entreprise qui réfléchit à un besoin, etc. Ta cible, tu nous en as parlé dans la partie numéro 1. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir. C'est effectivement femme 50 ans. Et donc, du coup, proximité conversationnelle, essentielle parfois, même pour check-out, même pour rassurer, pour créer du lien. Et tout à donc, fait. finalement, proximité conversationnelle, très peu de gens l'ont instauré à ce niveau-là dans leur marque. Beaucoup disent oui, SAV, machin, tout ça, mais on n'est pas à ce niveau-là. On fait de l'avant-vente, on fait de l'accompagnement, on fait de la réponse aux questions avec On fait un du niveau de lien. détail, Hmm. fait du lien, crée du lien. Faut l'analogie de la petite commerçante de proximité. Tu vas acheter ta baguette de pain, tu vois, ben, tu vas créer un lien avec le temps, avec elle. C'est ça, en fait, vraiment l'analogie. C'est vraiment ce qu'on essaye de recréer. Ouais. Pourquoi est-ce que c'était essentiel pour toi? Et ben en fait, au début, quand on s'est lancé, tu vois, moi, quand je suis arrivé dessus, tu vois, on a parlé beaucoup de FireRank, on a parlé beaucoup, en fait, du passé qui était pour moi un passé, on va dire, organique, dans le sens acquisition. Ouais. Et quand je suis arrivé sur les ads, au tout début, tu vois, j'avais quand même une crainte. Je ne savais pas vraiment où je mettais les pieds, tu vois. Et donc, je me suis dit, très vite, j'ai cherché une stratégie pour pouvoir communiquer avec les personnes qui venaient sur mon site. Donc, c'était
tout à fait possible en 2018. C'est plus compliqué aujourd'hui, mais en fait, il y a encore des méthodes qui le permettent. Et l'objectif, il était de se dire, chaque personne qui vient sur mon site, on va aller discuter avec elle. Et on va aller comprendre pourquoi elle n'a pas converti, pourquoi elle n'a pas acheté. Ça va nous prendre un temps de dingue, mais par contre, on va aller parler avec nos clientes, tu vois, on va aller discuter avec elles, enfin nos clientes, avec nos visiteurs. Et en fait, on a entrepris dès le début de l'activité, tu vois, d'aller parler vraiment avec tout le monde, mais absolument tout le monde. Et là, ce qui a été dingue, c'est que finalement, ça a fait dès le départ de l'activité, ça a littéralement fait exploser nos taux de conversion parce que par ces conversations, on arrivait à rattraper énormément de personnes. Alors, à grande échelle, évidemment, c'est pas tenable parce que ça nécessiterait, Quand tu comment fais de dire, la publicité Facebook, etc., que tu envoies un maximum de trafic, il vous faut quoi? Il vous faut 10 personnes derrière au service client? alors, au début, si ça avait été le cas, oui, maintenant on a automatisé quand même beaucoup de choses, donc tu vois, c'est beaucoup plus simple. Par contre, c'est vrai que si on était resté comme on le faisait au départ, ça aurait été vraiment compliqué. Mais faire ce qu'on a fait au départ, c'était en tous les cas, en mon sens, une vraie bonne stratégie parce que ça permettait, comme un commerçant de proximité, de dire, tiens, Madame Martin, vous achetez pas. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tenez, je vais vous faire une petite réduction là-dessus. Ouais, il y a ce produit qui vous plaît quand même. Bah, écoutez, je peux peut-être vous faire un petit envoi cadeau, je peux peut-être vous faire quelque chose. En fait, vraiment cette création de lien, encore une fois, j'insiste là-dessus. Au début, à échelle, on va dire, de proximité immédiate. Et à moyen long terme, forcément, on a dû créer des semi-automatisations, on a dû mettre en place des process, etc. Parce que forcément, quand derrière, tu as 10 000 visiteurs par jour sur ton site, tu ne peux pas traiter toutes les clientes, enfin tous les visiteurs un à un sur Messenger, c'est pas tenable. Donc du coup, il a fallu qu'on déploie des process et on a découvert en plus des choses parce qu'il y a eu pendant 2 ans quelque chose qui était dingue et qui fonctionne encore aujourd'hui. Je dis pendant 2 ans, mais on s'en sert encore aujourd'hui. C'est la capacité d'envoyer un message à toutes les conversations ouvertes sur Messenger. Donc finalement, au début, on s'est servi d'un petit outil qui permettait d'envoyer des messages, qui finalement ensuite a pris un petit peu d'ampleur, qui nous a permis de vraiment les premiers mois d'initier et d'augmenter fortement nos taux de conversion, et qui par la suite c'est devenu un outil redoutable de Pour retargeting. faire du marketing. Ouais, c'est Hmm. ça, dans le sens où tu avais des taux de... ManyChat, du coup, Ouais, mais vous utilisez autre chose? exactement. ManyChat Ouais. avec des taux d'ouverture incroyables qui sont bien supérieurs, 3 fois supérieurs à l'email et des taux de performance qui sont dingues. C'est-à-dire que je me souviens au début, hein, tu vois, la première année, on arrivait à faire des dingueries dans le sens où on envoyait un shoot Messenger auprès de nos clientes. On pouvait, et c'était la première année d'activité, donc ça faisait du 70 000 à 80 000 euros de chiffre d'affaires le simple envoi d'un message broadcast à toute la C'est beau, clientèle hein? sur une première année, sur un secteur comme ça, ouais. Et c'est ce qui a permis finalement de compenser les périodes difficiles de lancement, parce que forcément tes premiers mois d'activité, ta première année d'activité en publicité, tu vois, il y a des hauts, il y a des bas, quoi. Il faut le temps de comprendre ta clientèle, il faut le temps d'appréhender le produit. En plus, l'univers du bijou, nous, on a fait plein d'erreurs, on a fait plein de bêtises, donc il a fallu s'adapter, modifier, changer, tout ça, pivoter. Et ça, en fait, c'est ce qui nous a finalement permis de passer, on va dire, allez, on va englober les 2 premières années de manière haut la main et de pouvoir après avoir un système, une base cliente, etc. Une inertie qui était vraiment lancée, parce que c'est ça la complexité hein, d'un lancement de marque, c'est de réussir à initier une inertie qui fait qu'une fois que tu es dedans, c'est bon, tu as suffisamment de clients, tu as une base, et donc du coup, la machine roule et tu peux la développer et elle progresse, quoi. C'est effectivement la grosse différence avec énormément de gens qui peuvent construire des business en dropshipping, comme j'ai pu le faire aussi dans le passé, où il n'y a aucune capitalisation sur l'acquisition et finalement, tu n'as jamais de point mort, tu n'as jamais de moment où tu peux justement te laisser couler avec l'inertie et faire avancer ta marque. On en reparlera d'ailleurs juste après en parlant un peu d'acquisition de trafic. Avant ça, j'aimerais que tu nous parles un peu de la qualité du design des produits, de la qualité du produit et en même temps, je me suis noté, mais pas trop. C'est-à-dire vouloir faire de la qualité, mais pas trop, et réussir à se positionner sur un bon segment de marché qui à la fois apporte de la qualité perçue, visuelle, réelle, et en même temps qui laisse également de la marge pour l'entrepreneur pour pouvoir développer des stratégies marketing. Raconte-nous un peu les choix que vous avez faits et comment est-ce que vous vous êtes développé. Bah, c'est tout l'enjeu en fait d'une marque qui fonctionne parce que Genre bah, le rêve, on est d'accord, Apple, 90% de marge, terminé, bonne soirée, tu vois. Et tout le monde est ouais, content, mais sans on n'y est déconner, pas, putain, on on achète n'y est des pas. iPhones, on est heureux. On est heureux C'est comme pas deux. incroyable. C'est incroyable, c'est vrai que c'est incroyable. Non, nous, dans notre approche, tu vois, on a eu une approche au début.
pareil, donc ça c'est au lancement. Bon, on l'a maintenu avec le temps, mais aujourd'hui on a un peu plus de latitude qu'avant. C'était vraiment de se dire 1 euro est 1 euro. Et même on allait plus loin que ça. C'est 1 centime est 1 centime. Il fallait qu'on arrive. Moi j'avais conscience dès le départ que de toute façon les coûts d'acquisition publicitaire allaient être astronomiques, allaient être aberrants, surtout au lancement. Qu'il fallait que je sois en capacité sans problème de tenir un 40 euros de coût d'acquisition par commande. Parce que c'était un petit peu, tu vois, c'était le pied, le truc plancher que je m'étais mis. Et donc, du coup, ça nécessite de suroptimiser tout. Donc, évidemment, les coûts logistiques, les coûts d'envoi, finalement, tu fais quand même payer les frais de port, mais tu calcules tes frais de port, quel est le prix minimal sans que ça baisse ton taux de conversion. Donc, absolument l'ensemble de tes coûts pour les réduire au maximum et encaisser, enfin, réduire les coûts au minimum et encaisser au maximum. Et à côté de ça, le produit. Le produit, c'est un enjeu majeur parce que je trouve que ce que tu viens de dire, c'est très pertinent dans le sens où il faut une qualité, mais pas trop. Si tu veux une très haute qualité, tu peux. Bien sûr, on peut faire surtout dans le bijou, hein, on peut tout imaginer. Mais nous, l'idée, c'était de réussir à adresser un segment qui s'adresse, qui soit des bijoux de qualité, des bijoux qui sont quand même relativement haut de gamme, mais qui soient à moins de 50 euros. Donc un segment de marché qui, en tous les cas, pour notre clientèle des femmes de plus de 40 ans, n'était quasiment pas, et n'est toujours quasiment pas adressé. Donc c'était tout l'enjeu. Donc il a fallu faire des choix sur les matériaux, il a fallu faire des choix sur la manière de fabriquer le produit, il a fallu arbitrer tout un tas de choix. Évidemment, tu ne prends pas ce qu'il y a de mieux, tu prends pas ce qu'il y a de plus bas. Ça me fait penser à un TikTok qu'on n'arrête pas de voir en ce moment. Je sais pas si tu as la ref. C'est pas du haut de gamme, c'est pas du bas de gamme non plus, mais c'est du milieu de C'est gamme. l'entre les deux. Et donc, du coup, l'idée, c'était de réussir finalement à trouver le bon compromis pour que les clientes soient très satisfaites, que le produit tienne dans le temps. Aujourd'hui, on a un taux de satisfaction au niveau du produit qui est de plus de 99%. Et pourtant, on a quand même de très belles marges dessus. Donc, ça veut dire qu'on a réussi à trouver le bon Le équilibre, sweet on a spot, ouais. arbitré correctement. Euh, et donc, du coup, c'est vraiment l'enjeu pour, je pense, pour tout le monde, c'est que le produit doit être market fit, mais malgré tout, il doit te laisser la marge nécessaire à pouvoir développer ton business. Parce qu'on le sait, sur le digital, c'est pas comme en physique. Les coûts, tu vois, regarde, j'ai ma dashboard financière devant moi. Je peux regarder sur l'année combien représente le coût de la publicité, par exemple sur 2021, coût publicitaire par rapport au chiffre d'affaires. Euh, tu vois, je suis à 25, 20, 25%. 25%, ouais, tu vois, Mhm. de publicité par rapport à mon chiffre Sur d'affaires. ton chiffre d'affaires TTC? Sur mon chiffre d'affaires TTC, ouais. Ouais. Donc c'est quand même. C'est la limite que j'essaye de pas dépasser. Parfois, on glisse un peu à 30, mais tu te rends compte que dès que tu glisses vers 30, ta marge, elle disparaît. C'est ça, c'est ça. Non, ouais, on est à peu près à 25%. Mais malgré qu'on soit à 25%, on a réussi à passer, comment dire, euh, le million d'euros de bénéfices, très concrètement. Donc du coup, tu vois, ça veut dire que euh, ça fonctionne parce que c'est vraiment un jeu d'arbitrage et un jeu d'équilibre où partout, il faut tout optimiser. Au niveau de tes coûts de structure, donc c'est les salariés, ton équipe, ce que tu externalises, ta logistique, tes frais d'envoi, enfin, il faut vraiment être capable de Comment on voir fait pour pas aller l'ensemble. dans le trop qualité? Comment on fait pour Faire pas de aller. beaux produits qualité design, mais pas, pas aller dans le too much. C'est assez compliqué parce que tu vois, justement, parallèlement et de manière totalement gratuite, parce que c'est quelque chose, c'est un sujet qui me plaît beaucoup, j'accompagne. Non, j'accompagne pas, mais je conseille beaucoup de marques. Et c'est un problème qui est très récurrent chez les créateurs de marques, c'est qu'ils pensent produit. Ils pensent produit, Deliver produit, more, produit. Ouais, toujours, non? voilà. Et ils veulent le produit parce qu'en fait, ils veulent tellement être fiers de ce qu'ils vont vendre, ils incarnent tellement leur propre marque, ce qui est une très bonne chose, hein, parce que pour le coup, là, leur ADN, leur histoire, elle est là, elle est pensée, elle est conçue. Mais ils oublient la vision chef d'entreprise, qui à un moment donné, la question est combien de marge tu dégages à la fin de ton mois. Et Combien donc, est-ce qu'il te reste en bas c'est de la ça, page? exactement. Hmm. Quelle va être ta capacité d'autofinancement et quel va être ton résultat de fin d'année? Comment est-ce que tu vas pouvoir donc scale et développer ton entreprise? Et Alors, sauf au passage, petit croche-patte gratos. à Sauf les qui? mecs qui montent des startups, qui lèvent des sous, qui s'en battent les couilles et qui Hmm. font que perdre de l'argent pendant 10 ans avant de revendre leur part pour beaucoup d'argent. Et ça, La c'est une stratégie autre de histoire. c'est une autre histoire. C'est une histoire qui me chatouille Auquel, un peu, mais ouais. c'est un pas qu'on ne mange pas, ni toi ni moi. Non.
Bon, Moi, ouais. j'appelle ça, parce qu'il y a vraiment les deux écoles, hein, tu vois. Moi, j'appelle ça Ouais. l'entrepreneuriat à l'auvergnat, parce que l'auvergnat, en tant que bon auvergnat, est réputé comme un radin. Donc, je suis pas du tout radin, mais j'aime bien l'analogie dans le sens où je dépense ce que je gagne. Donc, alors Bah après, ouais. Quand tu évidemment, gagnes beaucoup, bah tu dépenses beaucoup. voilà, et puis même dans le cycle d'une entreprise, à un moment donné, pour scaler un levier, bah, il faut lever de la dette ou il faut passer par des investisseurs, etc. C'est-à-dire que dans ta stratégie d'entreprise, il y a certains, comment dire, certains paliers qui vont nécessiter une levée financière externe à ta capacité d'autofinancement, sinon tu n'iras pas bien loin, tu vois, c'est normal. Ouais. Par contre, c'est uniquement quand ça fait sens et c'est pas, en effet, je lance une start-up qui va révolutionner le monde, je lève 1 million d'euros et je fais du cash burn à mort, alors qu'en fait, la seule chose que je suis en train de faire, c'est une marque de boxer made in France, tu vois. C'est... Mais moi, je suis sidéré parce que bah, justement, moi, j'ai ces problématiques de dépenser ce que tu gagnes, de pouvoir te financer, te payer, de pouvoir vivre, tu vois, sur la boîte. Et de voir des mecs qui montent des coûts d'acquisition à 50, 60 euros, qui sont à perte sur chaque acquise. Mais par contre, regardez, on a un MRR, on a un ARR incroyable, machin, de trucs. Frère, Ça fait pas on sens, a ça fait 200 pas 000 sens, ouais. clients. Bah oui, mais tu as dépensé 20 millions pour les acquérir. Ouais. Bah après, ça fait sens, tu vois, si tu es en train de lancer une startup dans la deep tech et que en fait, tu es en train de développer un algorithme et qui te demande beaucoup de R&D et D et que derrière, tu vas pouvoir proposer une Pas solution à quand un tu vends des problème, compléments alimentaires, quoi. pas quand tu vends des compléments alimentaires, voilà. Sauf si tu as un cycle de R&D pour tes compléments alimentaires, etc. Mais c'est encore un cas Bien particulier, tu sûr. vois. Ah, mais ça m'a vachement Mm. étonné ce modèle. Mais arrêtons Ouais. ne faisons pas, comme on dirait dans le Nord, ne faisons pas nos mots que de Jean. C'est ça. Puis Ne si tu critiquons reprends pas les autres. la définition d'une entreprise, tu vois, même si je la tape, la La définition définition d'entreprise, même, c'est de générer du bénéfice, c'est c'est ça, de générer du profit, hein. c'est une entité qui est là euh, pour faire du profit, qui est là pour Exact. produire du profit, hein. Allez, je ferme ma parenthèse. Clac. Parle-nous d'acquisition de trafic. Justement, avec cette boîte, tu vas décider, contrairement à ton passé, non pas de faire du trafic naturel tout de suite, mais de passer aux paid ads que tu avais raté, entre guillemets, hein, en Mm. 2016-2017, pour là, boum, le taper et donc faire de la publicité sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sur Instagram, acquérir tes clients en front-end avec du coup, bah, comme tu nous l'as dit, un CPA max à 40 euros. Comment ça va se passer? Quelles vont être tes victoires? Quelles vont être tes surprises en positif, en négatif? Comment tu as généré ça? Comment tu as suivi ça avec le cours du développement de ta boîte? Eh ben alors, déjà, contrairement au dropshipping, en fait, quand tu lances tes produits, très vite, en fait, tu es confronté aux ruptures de stock. Parce que forcément, même si nous, au début, on avait passé des deals avec notre fournisseur, où c'était lui qui expédiait, c'était avec ses stocks, tout ça, très très vite, on a été confronté aux premières ruptures de stock. Donc nous, la première difficulté qu'on a eue, on va dire, au bout de 2 semaines, en fait, c'était parti, tu vois, on était rentable, c'était initié, le business tournait. Mais au bout d'un mois et demi, et ben là, on s'est confronté aux ruptures de stock et donc forcément à presque un coup d'arrêt de l'activité parce qu'on n'avait plus de produits à vendre ou alors on devait annoncer des délais, tu vois, de 2 mois parce que c'était notre temps de réappro, donc tout ça. Donc le premier point, C'est c'est ça en frustrant fait. ça quand même, non? C'est hyper Même frustrant. le plus frustrant, couper une campagne quand elle cartonne, bah, C'est hyper frustrant. Donc du coup, ça, on a eu ce premier-là, ce premier point qui finalement a été assez difficile à gérer. Et le deuxième point, donc ça, finalement, tu le compenses assez rapidement, tu vois. Donc, surtout vu qu'on dégageait beaucoup de marge, ça nous a permis très vite de constituer un fonds de stock en autofinancement qui nous permettait de, comment dire, de développer l'activité et surtout de développer c'est le, ça, tu me disais aujourd'hui, c'est 1 million de stocks à peu près en non, stock roulant. là, en ce moment, alors ça dépend des périodes, tu vois, mais on avait beaucoup stocké à cause du Covid. En valeur de vente, je crois qu'en ce moment, on doit avoir facilement 3 millions d'euros de valeur marchande en Ah stock, ouais, tu vois. putain, Ouais. c'est énorme. Donc, On disait du coup l'acquisition, donc vous avez eu au bout d'un mois et demi des oui, ruptures de stock, donc premier point. Et le premier point. deuxième point qui est arrivé, et finalement qui arrive un petit peu dans toute marque, enfin, c'est le cas, on va dire, dans 70%, je pense, des marques, c'est qu'à un moment donné, eh ben, tu rencontres ce qu'on appelle le phénomène d'ad fatigue, donc la fatigue publicitaire, et plus généralement la fatigue de ton produit. C'est-à-dire qu'un produit sur les réseaux, si tu dépenses bien, que tu arrives bien à scale, il fait assez vite le tour.
En 3-4 mois, tu as fait le tour, ton produit il a été vu, et toute cette phase, on va dire, inhérente au lancement d'un produit, et donc où les gens se l'arrachent, se jettent dessus pour l'avoir, et qui te permet d'avoir des coûts d'acquisition relativement bas, et ben, il a tendance à redescendre assez vite. Et donc là, tu rentres dans une phase où pour aller chercher des nouvelles personnes à qui tu veux vendre ce produit-là, ça va te coûter plus cher. Et donc ça devient plus compliqué. Et donc ça a été la deuxième phase qu'on a dû appréhender, sur laquelle en fait c'était un petit peu les prémices de ce qu'on appelle aujourd'hui le cycle commercial. C'était les prémices du fait de se dire, on ne peut pas juste créer une collection de 15 produits et se reposer dessus pendant 6 mois. Non, il va falloir tous les mois trouver une raison pertinente de prendre la parole auprès de nos clientes, que ce soit pour annoncer les French Days, que ce soit pour annoncer une nouvelle collection, que ce soit pour dire qu'il y a des produits qui passent en fin de série qui vont disparaître des stocks, donc du coup on leur fait une réduction spécifique, que ce soit Créer pour de la dire nouveauté, quoi. Créer une c'est ça, conversation. qu'il y ait Je vois. toujours une raison de communiquer. Et en fait, si tu n'as pas ça, surtout nous, très très vite, on rencontre le phénomène de fatigue et nos coûts d'acquisition, ils s'envolent. Donc ça veut dire que quand tu es une marque, dans bien des cas, en tous les cas dans le monde du bijou, mais dans le monde de la mode en général, ou dans beaucoup d'autres types de marques, il faut absolument de la nouveauté, comme en physique, hein, de toute façon, tu me diras, une boutique qui a pas ce cycle de nouveauté, tout ça, elle va pas vivre longtemps. Et il faut absolument réussir à générer ce cycle-là pour réussir à trouver, comment dire, trouver sa routine et trouver son inertie pour pouvoir développer son activité. Sinon, en fait, c'est pareil, ça retombe. Donc, vraiment, les deux points sur l'acquisition qu'on a rencontré au début, ça a été vraiment ce phénomène de rupture de stock lié au stock physique, et ensuite le phénomène de fatigue des produits et donc de baisse des taux de conversion, augmentation des coûts d'acquisition liés au fait qu'on avait touché la masse critique de personnes. Quand même, la découverte de tiens, je mets 10 balles dans la machine, j'ai un client, le fait de pouvoir acheter des clients, quand tu découvres ça, à quel point ça change ta vie, à quel point ça change ton monde et ta façon de voir le monde. Bah, moi, alors, surtout moi, c'était particulier, tu vois, dans le sens où vraiment, j'étais un gars de l'organique, quoi. Je suis développeur, tu vois, et chez les développeurs, il y a une logique de fond, et encore plus chez les hackers, qui est je ne paye rien. C'est-à-dire que les geeks, par défaut, ont tendance à ne rien vouloir payer sur Internet. C'est-à-dire ils vont toujours télécharger leurs films, ils vont toujours, tu vois, les geeks ne payent rien. Et Se mettre à 12 sur un abonnement Netflix, c'est ça, voilà, c'est ça fonctionne comme qu'ils ont ça. essayé de payer avec une carte volée. C'est exactement ça. Non, moi, ce qui a changé finalement, alors disons qu'à cette époque-là, moi j'étais déjà beaucoup plus, enfin, ça y est, j'étais devenu profondément un entrepreneur et j'avais un peu quitté, on va dire, tout cet univers geek. Donc non, pour moi, c'était, on va dire, ça a plus été un souffle de soulagement parce que quand pendant des années, tu as trouvé un système qui te permet de développer tes entreprises, qui te permet de développer tout ce que tu fais, et que tout s'arrête, et que tu mets le doigt sur quelque chose de nouveau pour toi, même si finalement c'est pas trop éloigné, c'est quand même quelque chose de nouveau, parce qu'entre faire de la publicité payante sur Internet ou utiliser des systèmes organiques, tous les gens qui font du digital savent que c'est deux mondes littéralement opposés et que tout oppose. Ouais. Et de voir qu'en effet, c'était à la fois scalable et très profitable par rapport à tout ce qu'on avait mis en place, évidemment, hein, parce que ce n'était pas juste une simple petite MVP, qu'on avait créé une vraie marque. Et ben moi, pour moi, ça a plus été un ressenti comme un souffle de soulagement de se dire, j'ai trouvé, ça y est, j'ai réussi à mettre le doigt sur quelque chose d'autre. Cool, cool, on va pouvoir faire quelque chose. On va pouvoir développer. Et tu as vécu du coup ce moment, dupliquer la campagne, augmenter tes budgets et les ventes continuent de tomber. Ils trouvent de nouveaux clients en permanence. Tu te dis, mais d'où sortent ces gens? Tu es allé jusqu'à dépenser 1 million d'euros sur Facebook en un an. Ouais, même Euh, plus, c- même plus. Mais oui, oui, Ces oui. volumes, Ouais. etc., qu'est-ce que ça représente? Alors Euh, en fait, ces volumes, donc ouais, en fait, c'est une dinguerie parce que, alors, ça s'est pas toujours passé comme ça, hein. Il y a eu plein de moments, en fait, trouver la bonne mécanique pour scale, c'est véritablement compliqué dans le sens où toutes tes premières tentatives de scale, elles échouent. Pendant longtemps, moi je sais que j'avais un palier qui était autour de 800 et 1000 euros par jour, tu vois, et réussir à lever ce palier de dépenses tout en restant rentable, c'est là où vraiment ça, il y a eu un truc, c'est-à-dire quand tu arrivais à te dire, putain, je peux passer, avant je pouvais pas dépenser plus de 800 ou 1000 euros. Maintenant, je peux dépenser 10 000 euros et j'arrive à rester rentable, tu vois. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se crée.
Et je ne sais Et ça, plus notamment, ta c'est le question. branding, tu penses? C'est le C'est la force branding, du branding, c'est la force du story, c'est tout ce que tu as mis en place en parallèle qui te c'est permet la d'aller force du chercher ça? branding, c'est la force d'avoir travaillé tes marges, c'est la force d'avoir travaillé la diversité de produits, c'est la force d'avoir travaillé ton cycle commercial. C'est vraiment un ensemble de choses qui, toutes agrégées les unes aux autres, font que tu peux. Euh, tout simplement. Merci du coup pour ce retour d'expérience sur la publicité Facebook en tout cas. Euh, et comment tu vis cette mutation où effectivement il y a eu les problèmes de tracking, il y a les problèmes de cookies, il y a les problèmes d'attribution des conversions, il y a les CPA qui explosent. Comment est-ce que vous avez réagi? Comment est-ce que vous avez réagi vous à ça? Alors, j'ai envie de te dire, quand tu arrives à réagir à la destruction de ton entreprise, que tu te prends un coup de lance-roquette et que tout le monde se fait virer et que tu es obligé malgré tout de trouver des solutions, euh, Donc là on parle de la, si vous n'avez pas vu, premier épisode. Premier épisode, hein. Voilà, premier épisode, c'est un appel au premier épisode ouais, qui c'est est un fait. appel au premier épisode. Moi, ma vie personnelle est un pivot. Donc finalement, vivre ça, on l'a vu, on a vu ce qui s'est passé, on a vu la baisse des performances, etc. Et mon équipe, tu vois, c'est, on va dire, les 5 personnes principales de mon équipe, c'était mon noyau dur de mon équipe chez FireRank, c'était mon noyau dur dans mon agence web au préalable d'Ixia, c'était, tu vois, ils me suivent depuis des années et des années. Et euh, on vit au travers ce genre de complexité. Pour nous, c'est ultra stimulant, c'est ultra, tu vois, enfin, ça fait Normal day in partie. the office quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Presque, on y prend goût, tu vois. Moi, je me souviens l'année dernière, j'ai presque eu j'ai passé quoi, 4 mois à l'île Maurice, et pendant ces 4 mois, j'ai presque eu une baisse de tension. Une baisse de tension dans le sens où euh, ça dégageait tellement d'argent sans rien avoir à faire que finalement, tu as tendance presque à t'éloigner un petit peu du business, tu as tendance, tu vois, à vivre ta vie, à kiffer ta vie, tu vois, et presque t'éloigner un petit peu. Là, on voit qu'il y a une baisse des Pas mal performances. aussi. C'est Pas pas mal mal aussi, aussi, non? c'est pas mal aussi, mais il y a un côté frustrant pour des gens comme nous, tu vois, parce qu'on a besoin de faire quelque chose, on a besoin que ça soit stimulant, qu'il se passe quelque chose. Hmm. Et donc, du coup, quand les performances sont baissées, bah, il a fallu trouver des solutions, il a fallu Nouveau s'adapter. challenge. Youhou, Ouais, pour retourner c'est ça, c'est bosser. ça. Il a fallu changer des choses. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que ouais, les règles du jeu avaient un petit peu évolué, avaient été un petit peu modifiées. Malgré tout, si tu t'adaptes, si tu trouves les bonnes stratégies pour répondre aux nouvelles problématiques, alors il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et pour le coup, donc c'est vrai que nous, on a eu pendant allez, 4 5 mois où en effet, il a fallu qu'on se cherche, qu'il a fallu qu'on se trouve. Début 2022, qui a été un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, on a réussi à mettre en place pas mal de nouvelles choses. Tu vois, on allait chercher plein de stratégies. Et là, il y a encore plein de stratégies. C'est ça qui est dingue, c'est que finalement, paradoxalement, alors qu'on vit Tu une lèves un période plus dure, caillou et tu ouais, et vois du plein coup, d'insectes c'est ça, tourner, et quoi. Ouais. tu vas chercher plein de choses. Genre là, tu vois, du coup, il y a plein de nouvelles choses qu'on initie, qu'on n'aurait pas forcément initiées, comme par exemple, tu vois, les cartes à gratter en public postage auprès de clientes où on envoie la même chose, donc des cartes à gratter en public postage, on les met dans des colis de marques proches de la nôtre, tu vois. On allait chercher tellement, on a ratissé tellement large en fait sur le fait de pouvoir trouver des solutions à la baisse de performance que aujourd'hui on a atteint le palier qui nous permet de reprofiter de très belles marges. Tu vois, là, sur ce mois d'août, on va avoir des performances qui vont être nettement supérieures aux performances du mois d'août 2021. Donc c'est cool, tu vois, Ah ouais? ça fait vraiment Waouh. plaisir. Et paradoxalement, eh ben, il y a encore plein de nouvelles choses qui vont arriver, qui sont dans les tuyaux, qui mettent du temps forcément à démarrer. Là, comme par exemple le public postage, on attendait le mois de septembre, tout ça, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. J'ai l'impression que c'est un espèce de test d'antifragilité pour entrepreneurs ou pour marque e-commerce. Qu'est-ce que tu dirais, toi, c'est quoi les trois piliers importants, justement, là, que tu as pu voir, que tu l'avais construit en conscience ou pas, d'ailleurs, sur un Avelazia, des piliers qui ont permis de passer cette crise et de la passer avec plus de 100 000 balles de marge en fin de mois? Alors déjà, ton produit, clairement ton produit, parce que j'ai pas mal d'amis, tu vois, qui ont des produits pour lesquels ils ne ressentent pas du tout la crise. Donc, qui ont des produits qui sont tellement market fit que de toute façon, baisse des performances ou non, ça change pas grand-chose pour eux. Ils ont encore de très belles performances, ils font encore de très beaux chiffres.
Donc déjà ton produit, si tu es plus dans un cas, on va dire comme le mien, qui est le bijou, ou pour le coup qui est un secteur parfaitement soumis à cette crise-là, eh ben, il faut faire Ouais. évoluer ton produit. Il faut faire beaucoup plus de tests. Il faut euh, appuyer de manière beaucoup plus forte sur le retargeting, appuyer de manière beaucoup plus forte sur la captation de données de tes utilisateurs pour être capable de prendre la parole constamment. Donc il faut créer plus de liens, encore plus de liens qu'avant avec ta clientèle pour pouvoir échanger avec eux sur tous les sujets possibles et imaginables. Pas forcément du commercial, tu vois, dire regardez, tenez, on vous propose d'intervenir sur la création d'un bijou, enfin, il faut, comment dire, se Développer cette partie réapproprier. communautaire, Voilà, quoi. c'est ça. Ouais. Il faut se réapproprier sa communauté au sens propre du terme, pas Du avoir temps de des cerveau abonnés. disponible, en C'est fait, hein, ça, c'est ça. On finalement. ne veut pas des abonnés, on veut vraiment des gens, des personnes qui s'approprient la marque et qui participent à la marque, tu vois. Et donc ça, c'est super important. Donc booster le retargeting là-dessus, c'est-à-dire exploiter plus qu'avant, beaucoup plus qu'avant sa communauté, capter beaucoup plus de données qu'avant, c'est-à-dire bah, ça fait partie des enjeux, hein. Comment est-ce que tu captes ton mail? Faites des process de test A/B sur votre site pour essayer 15 combinaisons différentes de captation d'email, de captation de Messenger, de captation de numéro de téléphone, de date de naissance, tout ça. Tester, A/B tester ça dans tous les sens pour réussir justement à, comment dire, à collecter ces données et à pouvoir échanger avec vos clients. Nous, en fait, alors c'est un peu plus facile pour nous dans le sens où en fait, on a développé notre propre framework e-commerce, donc on n'utilise pas un WooCommerce, un Shopify, tu vois, techniquement, on a vraiment développé un framework. Et en fait, ce framework, c'est un framework auto-adaptatif qui permet de mener des tests expérimentaux tout au long du tunnel de vente. Et l'idée, c'est de se dire, bah, par exemple, la captation de données on-site, c'est un module qu'on intègre et notre framework, en fait, il va A/B tester les différentes manières de capter de la donnée et à la fin, il va appliquer la manière qui est la plus efficiente et la plus efficace. Et mieux, il va même faire ça par utilisateur. Pas sur certains types d'utilisateurs, il y a une manière de faire et pour d'autres, il y a une autre manière de faire. Et donc, du coup, en fait, grâce à ce framework, ça nous permet de faire ça. Et voilà, donc la partie publicité, remarketing, captation de données, tout ça, et communauté. Et puis, une fois que ça c'est dit, non, bah, je Aller pense sur que de nouveaux terrains, comme tu disais, le public c'est postage, ça. aller chercher sur du physique. Aujourd'hui, Anna Veladia est présent en boutique également. C'est On pas est forcément présent des en choses qui boutique, fait. mais on est en plein développement. Tu vois, vraiment, là, l'enjeu 2023 pour nous, c'est la présence physique. Parce que la présence physique, en fait, il faut la considérer pas comme un besoin de développer ses canaux d'acquisition. Il faut la considérer comme un besoin de développer sa crédibilité en tant que marque et donc permettre d'augmenter les taux de conversion. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une zone de chalandise donnée, quand tu es présent physiquement, ton taux de conversion en ligne pour la clientèle qui vit dans cette zone de chalandise, le taux de conversion sera toujours beaucoup plus fort que sur une clientèle qui n'a pas de relais Je physique. ne te connais Pourquoi? pas, quoi. Ouais. C'est ça, parce que le physique crée la légitimité. Et donc, du coup, il y a une confiance plus forte, il y a une appétence plus forte des clients pour le produit. Donc, le physique, pour nous, sur 2023, c'est aujourd'hui, on est en bijouterie, on est chez plusieurs revendeurs, tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment de le faire de manière massive pour être partout, pour soutenir nos taux de conversion. Et puis, bon, évidemment, aussi faire de la marge et faire du bénéfice par le physique. Ce n'est pas uniquement un relais du digital, mais c'est deux choses qui doivent être totalement complémentaires. Une boutique Anna Veladia demain, Ouais, c'est. tu sais qu'en ce moment on cherche, du coup on a contacté plusieurs agents IMO, on est en pleine phase de recherche pour essayer de trouver une boutique, trouver à reprendre un bail commercial sur Clermont-Ferrand pour faire un essai sur notre première boutique. Parce que c'est pareil, le fait de réussir à dégager beaucoup de marge, ça permet en fait d'entreprendre sans risque. Nous, on a évalué en fait l'ouverture d'une boutique, tout compris, toute charge salariée, machin, tout ça. On va être dans du 70-80 000 euros. Ces 70-80 000 euros, on n'a pas besoin de faire d'emprunt, rien du tout. En fait, on va simplement le considérer comme un test. Tu vois, c'est pareil, c'est un test AB de plus. Donc, on peut se dire, bah tiens, on va s'amuser. Parce qu'en plus, ce qu'il faut voir, c'est que d'une part, un relais physique, c'est bien pour la légitimité de la marque, la crédibilité, tout ça. Mais c'est aussi top pour l'équipe interne à ton entreprise. C'est-à-dire que moi, les gars, le fait qu'on ouvre une boutique à Naveladia, bah, ça les fait kiffer. Tu vois, ils ont envie de participer à ça parce qu'en fait, ça sort un petit peu du quotidien, ça fait participer à de nouveaux projets, ça fait faire de nouvelles choses. Donc, c'est tout bénef. Et si on le perd, si jamais on se rend compte que cette boutique, c'est un foirage complet, bah, c'est pas grave. On aura perdu 70 000 euros, on passe à autre chose, ça ne met pas en péril l'entreprise, tu vois. Et donc, ça permet en fait, voilà, cette capacité Tu d'autofinancement, ce penses fait de aussi, travailler ses quoi, au marges. moteur des équipes.
c'est hyper important parce que ton équipe, encore, on n'en a pas parlé, mais l'équipe, c'est le soutien de ton activité. C'est ce qu'il y a de plus fondamental. Moi, si aujourd'hui, ben, on a pu développer notre framework, si aujourd'hui, on a pu mettre en place tous ces process, tout ça, c'est pas grâce à moi. Moi, je suis le moteur. Je suis là finalement pour euh, ouais, être moteur et faire que les choses avancent. Mais ceux qui construisent tout ce qu'on fait chez Anna, c'est mon équipe. C'est ma compagne qui fait les bijoux, c'est elle qui les dessine, c'est elle qui les prototype. C'est les gars qui s'occupent des photos, des vidéos, de faire des contenus qui soient incroyables. C'est les gars qui réfléchissent au stop scroll pour capter l'attention en ads. C'est les gars qui ont monté, on a monté deux studios, un studio photo et un studio vidéo. C'est eux qui ont appris comment fonctionne un studio, qui ont cherché à le construire pour vraiment proposer une solution qui réponde parfaitement à ce qu'on a besoin de faire en termes de publicité, tu vois. C'est-à-dire, moi, je vais stimuler, je vais motiver et je vais être moteur, mais les choses, l'opérationnel, c'est eux qui le font. Donc, l'équipe, c'est ultra fondamental. Et en plus de ça, si tu n'as pas de turnover et si tu peux te reposer sur ce que font ton équipe au fil des années, ben, c'est incroyable. Et c'est ce qui se passe chez Anna. Et c'est vrai que j'insiste bien là-dessus. C'est en grande partie la raison du succès, c'est l'équipe. Parce que quand je demande un bijou, donc à Agatange, qui me sort un truc auquel je n'avais pas pensé et qu'elle vient de m'ouvrir une nouvelle gamme marché et qui est extrêmement pertinente, auquel moi je serais jamais, enfin, je n'y serais pas allé. Tu C'est serais elle pas qui allé. va avoir cette idée-là. Ou que je vois Flo qui va me sortir un bout de visuel qui derrière le visuel tout seul à lui va être capable de tordre 2000 conversions en Facebook Ads. Jamais on n'aurait fait un contenu comme ça parce qu'il a fait un truc incroyable, tu vois. Et donc, sans une équipe solide, il n'y a pas de projet solide. C'est fondamental. Ben, c'est beau. J'ai plein d'autres questions, bien évidemment, sur le développement de l'e-commerce. Dites-nous dans les commentaires. Moi, j'ai envie de parler d'optimisation du front-end. On a entendu Charles, il a fait son propre site. Il n'utilise pas Shopify, pas WooCommerce, pas Magento, pas Presta, pas quoi que ce soit. Ils ont développé leur truc. Comment travailler l'UX, comment travailler le site internet, quelles sont les grandes clés des sites internet qui convertit, le back-end, les applications utilisées, comment fonctionne le système de logistique, la création de leur propre CRM/ERP, comment ça marche. Si vous avez vous aussi toutes ces questions-là que vous avez envie de savoir, qu'on puisse rentrer encore dans les coulisses d'Annabella Zia, de comprendre les clés du succès, dites-le dans les commentaires juste en dessous. Je suis en train de vendre, c'est pas encore signé, mais je suis en train de vendre à Charles un petit concept de plusieurs podcasts liés à l'e-commerce et il a envie de transmettre, il a envie de partager. Du coup, potentiellement, on va les avoir. Maintenant, dites-le dans les commentaires juste en dessous sur quel sujet vous aimeriez qu'on entende Charles parler d'e-commerce. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je pense que la négociation penche du bon côté, mais ça dépend de vous, les amis. Dites-le nous dans les commentaires juste en dessous. Pour clôturer cette interview, parce que je sais que tu as un entretien d'embauche dans quelques minutes, je te propose de faire quelques petites questions en mode à la volée, flash, assez rapide. Et ça clôturera du coup notre interview de 3 heures maintenant, je pense, sur ton parcours. S'il y avait un dénominateur commun de toute ton histoire, de toutes les entreprises que tu as montées, ce serait quoi? L'émotion que tu ressens en tant qu'entrepreneur. Tu vois, ce truc qui fait quand tu regardes, c'est cliché de fou, hein, mais quand tu regardes The Social Network, et ben, ça te fout le palpitant. Ou quand tu regardes Jobs, ça te fout le palpitant. Tu vois, peu importe le projet, peu importe finalement tout ce que tu fais, moi je trouve que vraiment ce dénominateur commun, c'est ce truc que je suis incapable d'expliquer, mais qui me drive personnellement. Tu vois, Cette excitation, quoi, de faire ouais, des trucs, de faire des trucs c'était nouveaux, c'est de faire des c'est trucs qui ça. te paraissent impossibles, c'est quoi? Ouais, c'est de créer des choses, bâtir des choses. Et si un deuxième dénominateur commun, bah, mon équipe. Parce que vraiment, pour le coup, j'ai des gars qui me suivent, et des filles, pas que des gars, qui me suivent depuis vraiment longtemps. Et ça a fait toute la différence. Faudra que tu nous racontes les... Ouais, Comment est-ce comment qu'on booster arrive à ça? solidifier ces gens? Bah oui, Bah, on a parce une que culture, bon, faudra qu'on en parle, ouais, parce qu'on a une culture d'entreprise très particulière. Et quand j'ai dit je peux rajouter une puissance 10 parce voilà, on a une entreprise faudra que tu nous en particulière. parles. C'est ça qui est cool. La réussite, comment on fait, comment ça marche? Si tu devais, en une phrase, faire un truc un peu philosophique Le ou très pragmatisme. pratique. Le Ouais. pragmatisme, en fait, si je devais le faire en une phrase, dans la vidéo précédente, on a à un moment donné, j'ai fait un petit laïus sur la remise en question personnelle, euh, et je pense que c'est hyper fondamental, c'est-à-dire qu'en gros, il faut tout ce que tu fais, tout ce que tu crées, tout ce que tu essayes, c'est de l'A/B testing personnel et il faut apprendre sur soi-même et apprendre au sens propre, c'est-à-dire qu'il faut mettre de côté son ego et il faut accepter
que 9 choses sur 10 que tu fais, c'est de la merde. Et quand tu as accepté ça, et ben du coup, tu vas pouvoir te concentrer sur les 10% restants et donc être terriblement pragmatique dans tout ce que tu entreprends. Et ça va te permettre de concentrer tes efforts uniquement sur l'essentiel, uniquement sur ce sur quoi il faut le concentrer et t'éviter de continuer à enchaîner des erreurs inutiles liées au fait que, ben non, tu tiens absolument à avoir raison. Et j'ai, même sur FireRank et même un petit peu moins sur Anna, mais moi, il m'a fallu 10 ou 15 ans pour véritablement apprendre ça, pour véritablement me rendre compte que souvent, je prends des décisions parce que cette décision me fait plaisir, parce que cette décision me fait du bien, parce que j'ai envie que mon entreprise soit ça. Et qu'il ne faut pas réfléchir comme ça. À l'époque de FireRank, tu vois, on a mis très longtemps avant de vouloir être un média parce que ça ne me faisait pas kiffer d'être un média. Je voulais être une belle start-up de la tech. Et Anna c'est pareil. À la base, on voulait le faire évoluer, on a créé d'autres projets. Enfin, il y a tellement de trucs à raconter autour de tout ce qui s'est passé d'Anna, mais j'ai mis très longtemps avant d'accepter le fait qu'on soit une marque de bijoux pour Daron. Non, on a créé une marque de bijoux pour Daron. L'histoire, elle n'est pas incroyable. T'es pas en train d'interviewer des stars comme sur FireRank. Par contre, si tu veux être un bon entrepreneur, il faut assumer la réalité, assumer ce que tu es, assumer ce que tu fais. Et si tu as ça, eh ben déjà, ça va te permettre, comment dire, d'être beaucoup plus efficace et efficient dans tout ce que tu entreprends. L'entretien d'embauche doit être à la porte. J'ai la grande tristesse d'avoir plein de questions encore à poser et de ne pas pouvoir finaliser de les poser. Merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps, plus de 3 heures d'interview retraçant ton passé. J'espère avoir réussi à tenir mon challenge qui est de faire la meilleure interview de toi possible. J'espère que tu as pris du bon temps, que tu t'es amusé de revenir sur tout ça, Merci que c'était beaucoup, vraiment Enzo. le kiff. Bien évidemment, vous tous, des likes, des commentaires, des abonnements. Si vous êtes sur les plateformes de podcast, abonnez-vous. Visiblement, c'est la métrique la plus importante. Abonnez-vous en masse pour faire connaître ce contenu. Et merci à tous d'avoir été avec nous. Les liens dans la description juste en dessous. Charles, merci beaucoup. Merci à toi, Enzo. Et à bientôt dans une série de podcasts, on l'espère, sur l'e-com. Et merci de nous avoir donné ton temps Merci et ton beaucoup, retour Enzo. d'expérience. Salut, ciao, Ciao, ciao. ciao tout le monde.